Bonjour, je m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir Patrice Van Hersel. Bonjour Patrice. Bonjour Evelyne. Alors Patrice, tu es journaliste, tu as connu les premières heures du journal Libération, tu as cofondé le magazine Actuel. Tu es journaliste, mais tu es aussi écrivain. Tu as publié de nombreux ouvrages. Tu as été directeur de collection pendant de nombreuses années chez Albin Michel et aujourd'hui, tu écris chez Très Daniel. Veux-tu ajouter quelque chose à cette présentation? Non, c'est ça. En fait, je suis vraiment journaliste et les journalistes sont amenés quelquefois à écrire des livres et maintenant passé à la retraite parce que je suis un journaliste retraité, eh bien, j'écris surtout des livres. Il m'arrive encore quelquefois de faire un article ici ou là, mais voilà, je suis, heu un journaliste devenu écrivain. Alors, on va revenir sur un livre culte, La Source Noire. C'est le retour à la Source Noire. C'est un livre culte, c'est vraiment pas, un mot abusif, quand on voit comment les personnes parlent de toi. Je pense notamment au forum Le Deuil, les dimensions invisibles de la conscience qui ont lieu, au mois de mars en 2024, où tu étais d'ailleurs un des intervenants et où de nombreux intervenants ont parlé de toi, ont parlé de ce livre, ont dit qu'il avait été un élément essentiel dans leur parcours, parfois même un électrochoc. Alors, ça vaut vraiment la peine de le relire. Ce livre, c'est magnifiquement écrit. Tu maîtrises vraiment l'art de la formule. Ce livre, tu es aussi revenu dessus 40 ans après avec ce petit livre qui est paru en 2023, C'est pas la mort. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de La Source Noire. Alors, comment est né ce livre? C'est quoi la genèse de ce livre? La genèse, elle passe par une phase très, très pragmatique et on pourrait dire matérialiste, en fait. C'est qu'à Actuel, quand on a relancé le journal Actuel à la fin des années 70, heu, on s'intéressait de nouveau, je dois dire, avec les copains, à la science. On avait été souvent un peu de formation scientifique, enfin certains beaucoup, moi juste un petit peu, j'avais juste passé un bac de mathématiques, mais les sciences m'intéressaient beaucoup et on s'en était un peu détaché pendant les années, 68, là c'est et on s'intéressait de nouveau et moi je m'étais est-ce que c'était le hasard? Je ne sais plus, en tous les cas, je m'étais particulièrement branché sur, les neurosciences. Je trouvais ça très, très intéressant. C'était l'époque où on découvrait les neurotransmetteurs et j'avais écrit pas mal d'articles sur les neurotransmetteurs et voilà qu'un jour, j'apprends que cette expérience, mmh, qu'on va appeler, expérience de mort imminente, que je qui ne m'attire pas plus que ça parce que je pense que c'est très douteux. Heu, j'étais pas branché sur le paranormal ou sur des ni même sur, la spiritualité d'ailleurs, à l'époque. Même si on était ouvert et les années psychédéliques que nous traversions à ce moment-là, c'est-à-dire, qu'on utilisait toutes sortes de psychotropes, dont le LSD, évidemment, nous ouvrait la tête. On ne peut pas dire qu'on était des matérialistes, bêtes, des matérialistes fermés, mais voilà, j'aurais jamais eu l'idée de Plutôt faire des matérialistes culturels que des matérialistes par conviction ou par idéologie. oui, voilà, mais enfin, en tous les cas, en tant que journaliste, je n'aurais jamais, pensé, heu, que j'a dans quel paysage j'allais me retrouver. Puisque c'est en apprenant que certains chercheurs américains avaient découvert que cette expérience un peu bizarre de gens qui étaient presque morts et puis qui avaient vécu un truc, inimaginable, qui avaient vu une lumière d'amour et de connaissance totale et, heu
Et ben, tout ça était explicable par, la neurochimie et voilà et ça m'a passionné et j'ai convaincu les copains de m'envoyer aux États-Unis. C'était mon premier voyage aux États-Unis. Je dois dire que je me suis retrouvé à Los Angeles après avoir pris rendez-vous avec les chercheurs, qui avaient fait ces découvertes et je m'aperçois très, très vite qu'ils n'ont fait aucune découverte en réalité. Le principal d'entre eux s'appelait Ronald Siegel. C'est un homme que je ne remercierai jamais assez parce que, heu je me suis vite aperçu donc, il il parlait de façon purement idéologique, c'est-à-dire qu'il disait, il disait, des choses comme, vous savez, dans les années 60-70, on a beaucoup parlé du LSD and now it's NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente et tout ça, c'est un peu la même chose et quand je lui demandais de comment ils avaient fait pour découvrir quel neurotransmetteur était entré en action, parce qu'en gros, il disait: «Au moment de mourir, vous savez, on a tous une espèce d'overdose, toutes nos drogues internes, se libèrent et on a un flash». Et c'était ça qui nous avait intéressés, c'était l'idée qu'on aurait un flash au moment de mourir, donc alors je et il n'était pas du tout capable d'expliquer quel flash, quel neurotransmetteur, à quel moment. C'était purement une supposition. Il supposait que c'était ça et donc ça ne donnait absolument pas matière à un article et j'étais d'ailleurs très, très embêté et il y a eu un moment, arrête-moi si je suis trop long, hein, mais il y a eu un moment important dans cette interview, c'est que, donc moi j'étais paniqué parce que je me dis: «Mince, mais je suis venu aux États-Unis pour interviewer des gens et je vais rien ramener du tout, je j'ai rien dans mon épuisette et je lui dis: «Mais c'est curieux parce que quand même, vous avez dit à des journalistes que vous aviez fait ces découvertes et là, je me retrouve face à quelqu'un qui» et puis j'ai l'intuition de lui dire, face à quelqu'un qui me semble avoir peur. Vous parlez comme quelqu'un qui a peur et moi à l'époque, j'avais quoi? J'avais quel âge? J'avais, 28 ans et il me dit: Peur, jeune homme? Pas certainement pas, mais en fait, vous avez raison, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi, parce qu'une vague d'obscurantisme menace la science, une vague d'obscurantisme. Alors donc je tombe un peu des nues, je ne comprends pas très bien, mais j'ai un réflexe de journaliste à ce moment-là, je me dis: «Une vague d'obscurantisme» et ça peut peut-être donner un sujet d'un article et je lui dis: «Mais» et il me d'autant plus qu'il précise qu'une certaine élite scientifique est touchée par cette vague d'obscurantisme et donc je lui demande s'il peut me citer des noms de cette élite scientifique touchée par l'obscurantisme et là, même un peu soulagé parce qu'il était embêté d'avoir fait venir ce jeune journaliste français qui semblait déçu. Et il me fait une liste. Il me fait une liste, il me dit: «Ah bah oui, ah bah ça, il y en a des» alors, je vais vous dire tout de suite, le plus grave de ces obscurantistes, c'est une femme, en fait, elle vient de Suisse et pour vous donner une idée, monsieur, pour vous donner une idée heu, du genre de personne à qui nous avons affaire, eh bien, sa dernière interview, elle l'a donnée au journal Playboy et 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 il se rend pas compte qu'il me fait un énorme cadeau à ce moment-là parce que Playboy, je connaissais très bien Playboy, le journal érotique, ou pornographique selon le nom, mais c'était plutôt érotique, c'était pas du non, heu et je savais que dans ce journal, eh ben, c'était d'ailleurs le prétexte sans doute qu'on donnait pour que beaucoup de gens, d'hommes, lisent ce journal. La grande interview de Playboy, c'était toujours quelqu'un de très important. C'était John Kennedy ou Fidel Castro ou ça aurait pu être Claude Lévi-Strauss, mais pas moins et je lui dis: «Vous voulez dire que la grande interview de Playboy, c'est sur cette femme?» Il me dit: «Absolument». Il ne se rendait pas compte et alors là, tout d'un coup, je me dis: «Mais alors»
si la chef des obscurantistes est interviewée dans Playboy, là, pour le coup, je tiens un sujet. Et et ensuite, il m'a donné d'autres noms. Il m'a dit: «Alors, il y en a un, alors il se fait du fric là-dessus, il s'appelle Raymond Moody. Il y en a un autre qui s'appelle Kenneth Ring». Il m'a fait toute une liste. Il m'a préparé mon travail et moi, j'ai convaincu les copains de rester aux États-Unis un peu plus longtemps. J'ai fait un tour. J'ai découvert Raymond Moody qui, à l'époque, était encore, interne. Il était interne en psychiatrie à Charlottesville, en Virginie. J'ai fait la connaissance de Kenneth Ring. Sebum, j'allais le rencontrer un peu plus tard. Et alors Kubler-Ross, elle, c'était impossible de l'attraper parce qu'elle était très, très, très demandée. Elle est très, très, très demandée parce que ce dont je vous parle là, ça se passe en 1981 et j'allais mettre 3 ans à réussir à approcher Kubler-Ross. Et, et il y a eu un mouvement de bascule. En 2 temps, on pourrait dire. Le premier temps de la bascule, c'est quand je découvre Moody, Ring et ces gens-là, parce que tout d'un coup, j'ai l'impression de me retrouver face à des vrais scientifiques. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils disent il y a un phénomène tout à fait nouveau qu'il nous reste vraiment à interpréter et tout le monde doit essayer. Enfin, dans le monde entier, on doit essayer. C'est quoi le phénomène nouveau? Ben, c'est qu'on ranime des gens. On ranime des gens. Parce que l'expérience que Raymond Moody va appeler Near-Death Experience, elle est aussi vieille que l'humanité. On en trouve des récits, euh, Platon en parle, on en trouve des récits dans un certain nombre de grandes traditions, mais c'était très rare. C'était très rare que quelqu'un dont le cœur s'est arrêté reprenne vie et puis raconte une histoire, alors que c'est devenu tout à fait courant parce que les très matérialistes techniques de réanimation ont fait des progrès inimaginables. Et tous les jours, on ranime des gens qui, dans les autres cultures, même dans les grandes civilisations, en Chine ou en Égypte, ou va savoir où, ben non, on n'aurait pas pu les ranimer. Donc, parmi les gens qu'on ranime, il y en a un certain pourcentage qui raconte une histoire que vous pouvez juger invraisemblable, mais en tous les cas, elle a changé leur vie. Et ça, c'est un phénomène intéressant. Il faut absolument l'étudier, que chacun donne son interprétation. Et je trouvais que la démarche, alors pour le coup, elle était scientifique, alors que les matérialistes que j'avais rencontrés à Los Angeles ne s'appuyaient que sur des suppositions et sur des craintes. Donc ça, c'est un premier mouvement qui me fait basculer quelque part dans quelque chose que je n'avais pas prévu. Et puis alors le deuxième temps, alors ça va être en 84 quand je vais rencontrer Kubler-Ross et que je vais avoir la chance de pouvoir faire ce que j'ai considéré en fait après coup comme un début de formation, puisque j'ai suivi le séminaire Life, Death and Transition, qui, qui n'était pas rien, puisque pendant une dizaine de jours, tu te retrouvais en retraite avec 100 personnes. C'était 100. Moi, j'étais peut-être le 101e, parce qu'au dernier moment, elle faisait toujours rentrer quelqu'un sur un. Il y avait un strapontin et j'ai bénéficié de ce strapontin, j'ai eu beaucoup de chance. Et parmi ces 100 personnes, il y en avait largement plus de la moitié qui allaient mourir parce qu'ils avaient des cancers, parce qu'ils avaient le sida, différentes maladies qui les rendaient à peu près sûrs de mourir dans un très court terme, ou alors qui avaient perdu un enfant, qui étaient dans des deuils complets, total, qui les anéantissaient. Et ça, alors là, pour le coup, j'ai basculé corps et âme, et personnellement, alors que avec Moody, Ring, etc., c'était très intéressant. C'était en général des hommes, c'était même à tous les coups des hommes, c'était euh, des hommes très excités par les découvertes qu'ils faisaient euh, et qui, moi, me touchaient, mais on pourrait dire par un biais intellectuel. J'étais le journaliste qui venait rencontrer des gens un peu comme dans un film de science-fiction, qui avaient.
Alors qu'avec Kübler-Ross, là, c'était pas du tout la même chose, puisque j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Là, moi, je pourrais parler de ça, de ce séminaire Kübler-Ross, si tu veux, mais là, c'était corps et âme que j'étais plongé, et je me rendais bien compte que, en réalité, j'étais rentré par ce que moi j'ai appelé plus tard l'acte 2 de la pièce de théâtre, parce que ces hommes, c'est Raymond Moody, c'est Kenneth Ring, c'est Michael Sebom, c'est Fred Schoonmaker, plus tard Bruce Grayson, et puis encore plus tard, comment s'appelle-t-il, Eben Alexander, par exemple. C'était donc des hommes qui incontestablement nous ouvraient des horizons tout à fait nouveaux concernant la fin de vie, ou en tous les cas la conscience confrontés à la fin de vie, mais ce qui et d'ailleurs, ils y faisaient tous allusion, ils faisaient tous allusion à quelque chose qui était venu avant, quelque chose qui était ou plutôt quelqu'un, et c'était Kübler-Ross, et je me suis rendu compte par la suite qu'en effet, s'il n'y avait pas eu ces femmes, parce qu'alors maintenant ça s'est heureusement mélangé, mais au départ, les pionniers, c'était plutôt des pionnières. C'est Kübler-Ross aux États-Unis, c'est Cicely Saunders en Angleterre, c'est Michel Salamagne ou René Sebag-Lanoé ou Jeanne Garnier, plus tard des femmes comme Marie de Henzel, etc. Ce sont des femmes qui, elles, se sont coltinées, non pas l'excitante hypothèse de science-fiction de l'expérience de mort imminente, mais qui se sont coltinées tout simplement la vraie mort, parce qu'elles étaient sur le terrain, dans les hôpitaux, là où on meurt. Et, et la révolution, donc, qui est comme cette réouverture du théâtre de la mort, parce que le théâtre de la mort, il est aussi ancien que l'humanité, je crois. Euh, je crois que c'est peut-être même ce qui fonde l'humanité, c'est il y a des animaux qui savent qu'ils vont mourir. On a des tas d'histoires à raconter sur peut-être sur le fait que l'animal sait qu'il va mourir. On a vu des éléphants euh, s'incliner en quelque sorte devant le cadavre d'un de leurs congénères, mais il n'y a pas de rituel, ou plutôt ça ne fonde pas euh, la civilisation éléphant ou la civilisation même des dauphins. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux dauphins, alors que le fait de savoir que nous allons mourir et ritualiser la fin de vie les uns des autres, c'est peut-être ce qui fonde l'humanité. Et donc, ce théâtre qui est aussi vieux que l'espèce humaine, ce théâtre, il avait tendance un peu à faire relâche dans les temps modernes. Pourquoi? Parce que bien entendu, c'était les religions qui s'étaient très naturellement occupées de ça, et puis on pourrait dire dans certains cas emparées de ça. Euh, or, c'était fini, même dans les régions, dans les régions du monde qui sont restées très, très, très religieuses et très intégristes, même on pourrait dire. Bah, je te fiche mon billet que quand quelqu'un euh, se casse le dos parce qu'il est tombé ou dans la rue se fait écraser par une voiture, on, on, on a, on a, on va pas appeler vite un imam, vite un rabbin ou vite un prêtre. Non, on dit vite un médecin. Je pense que ça s'est à peu près généralisé. Je dis peut-être des bêtises, peut-être qu'il y a des exceptions, mais je pense que partout, ça s'est sécularisé. Et la religion a donc perdu euh, ce, ce- ce quasi-monopole qu'elle avait sur ce que j'appelle le théâtre de la fin de vie, le théâtre de la mort. Et donc, il y a eu un moment de flottement.
Et ce moment de flottement, il dure encore dans un certain nombre d'endroits, puisqu'on meurt aujourd'hui, on meurt majoritairement dans des hôpitaux et et on meurt, je crois, statistiquement, plutôt la nuit, heu, quand les médecins sont partis et on meurt, on aurait plutôt tendance à mourir quand il n'y a plus que des infirmières, voire simplement des aides-soignantes et et ces professions-là n'ont a priori pas été formées à ça. Alors c'était pas vrai quand tu regardes des films sur la Seconde Guerre mondiale et je ne sais pas si tu vas voir ce que je veux dire, mais quand on regarde un film sur la Seconde Guerre mondiale, on est dans un hôpital et quelquefois les religieuses ont encore des cornettes parce que les religieuses, je veux dire les infirmières. Les infirmières ont encore des cornettes parce que c'était des religieuses les et on disait d'ailleurs, s'adressant à une infirmière, on pouvait dire: «Ma sœur». Alors elles étaient formées. Mais ça c'est terminé. Après la libération, c'est fini. Il y a plus de cornettes, les infirmières ne portent plus de cornettes et donc il a fallu réinventer littéralement, heu, l'art de s'accompagner les uns les autres, heu, notamment dans ces lieux-là et cette réinvention, cette donc réouverture du théâtre qui faisait un peu relâche, cette réouverture, eh bien, ce sont des femmes qui l'ont faite. Ça, je et c'est pas du tout de la théorie, c'est parce que j'aurais jamais eu l'idée d'émettre une théorie comme ça, mais je l'ai tout simplement constaté. C'est c'était des femmes et c'est simplement dans un deuxième temps, d'un point de vue thématique et même chronologique, c'est dans un deuxième temps qu'arrivent alors des hommes qui, eux, étudient les états de conscience et c'est très excitant et donc voilà et La Source Noire, c'est un livre que j'ai écrit pour essayer de raconter ça. Mais puisqu'on en était à Élisabeth Kübler-Ross, est-ce que tu peux nous raconter son histoire? On vient de parler de la guerre, donc heu, le lien est facile et nous parler aussi de ce qu'elle a pu théoriser par rapport à sa pratique. Oui, alors Élisabeth, c'est l'aînée de triplettes. Elle est née c'était 3, c'est des triplettes, pas des jumelles, des triplettes, qui sont nées dans une famille zurichoise, donc des Suisses allemands, heu, une famille zurichoise. Le papa est un assureur et c'est une bonne famille bourgeoise, mais pas suffisamment fortunée pour qu'on puisse envisager que les 3 filles, fassent des études et donc quand Élisabeth, dit à son père, toute petite déjà, elle lui dit: «Moi, je voudrais être médecin, heu, je veux soigner», elle a vu, heu, je ne sais pas si c'est encore la télévision. Ben non, c'est impossible, bien entendu, c'est pas la télévision, mais elle a entendu parler du docteur Schweitzer, qui commence peut-être à ce moment-là son périple africain. Elle voudrait devenir comme le docteur Schweitzer et son père lui dit: pas question parce que, heu, sur les 3 filles, il y en a une qui est un peu plus fragile, qui a l'air un peu plus intello. C'est elle qui fera les études, les 2 autres devront se contenter d'arrêter, même avant le baccalauréat et donc Élisabeth se prend ça dans la tronche très tôt et elle elle est sage, elle se plie à cette injonction de son père, mais quand, à l'âge de 16 ans, il lui dit: «Maintenant, tu vas devenir, secrétaire dans mon entreprise», elle refuse et elle se fait jeter dehors. Elle se fait jeter dehors, et elle va devoir se débrouiller, donc d'abord, elle va être, femme de ménage, elle va être très courageuse et puis dès qu'elle peut, elle se fait embaucher par
un laboratoire, puis par le cabinet d'un ophtalmo et donc elle a à ce moment-là, elle a 17-18 ans et elle est, mmh, petite assistante, bonne à tout faire d'un ophtalmo très sympa, très humain et c'est chez cet ophtalmologiste zurichois qu'elle va faire cette découverte qui ensuite la suivra toute sa vie, heu, parce que, bah, elle est particulièrement, lucide et intelligente et sensible, puisqu'elle va remarquer pendant je crois qu'elle travaille chez cet ophtalmo pendant 2 années, elle va remarquer quelque chose d'incroyable et elle va trouver les fameuses 5 phases. Les 5 phases, c'est que quand quand on amène, quand une personne, heu, ça ça, se pointe dans ce cabinet d'ophtalmologiste ou quand une personne amène son enfant, c'est-à-dire que ça c'est souvent par les enfants qu'est passé le le regard de l'évolution intérieure d'Élisabeth. Première phase, on arrive en disant, on «J'ai un problème à un œil» ou «Mon enfant a un problème à un œil». Qu'est-ce que c'est du et l'ophtalmo après examen dit: «Malheureusement, cet œil est irrémédiablement touché, il va même falloir le retirer». Ça peut aller jusque-là, mais ou cet œil va devenir aveugle et la première réaction des gens, c'est de dire: «Ah non, mais vous êtes complètement fou», et les gens s'en vont en disant, «C'est pas possible». C'est la première phase, c'est le déni. C'est le déni: «Non, non, c'est pas possible». Alors, ils vont chez un autre ophtalmo, mais éventuellement, on les voit revenir et le le 2e temps, c'est souvent une colère, une colère. Les gens sont en disant, «C'est ça, je l'avais bien dit, c'est parce qu'on avait confié notre enfant ou bien c'est le médecin, le premier que j'ai vu, il y a plusieurs années qui ne me l'avait pas dit». Donc la colère peut s'exercer contre une personne, extérieure, contre un médecin, contre la terre entière, contre Dieu, contre il y a un moment de colère et Élisabeth est très fine pour sentir ça et comprendre, qu'il ne faut pas brusquer, il ne faut pas bloquer. Heu, en disant non non, qui ce qui pourrait être, imaginable de dire: «Non, non, mais attendez, mais calmez-vous», non, non, il faut pas qu'il se calme. Elle comprend que ce moment de colère est nécessaire et puis la colère peut très bien s'exercer également contre l'ophtalmologiste en question et les gens, partir en claquant la porte et puis finalement ils reviennent et là on entre dans la troisième phase qui est: «Bon alors, OK, on a compris, je je vais perdre cet œil ou mon enfant va perdre, cet œil gauche, mais pas le droit, n'est-ce pas? Parce que voir d'un seul œil, après tout, pourquoi pas? Mais pas devenir aveugle. C'est la phase de marchandage, heu et puis éventuellement, bah, si, malheureusement, le deuxième œil est atteint aussi et en effet, vous allez devenir aveugle ou votre enfant va devenir aveugle. Et là, c'est pas à ce moment-là qu'il y a la colère, non. À ce moment-là, il y a une dépression, il y a une chute, il y a bon, il y a plus rien à faire, c'est le découragement, et quelquefois, on en reste là. Comme quelquefois, on peut en rester dans la colère et puis on voit plus les gens, on les voit plus du tout, ils disparaissent. Et puis alors arrive la cinquième phase qui sidère Élisabeth.
c'est que quelquefois, on voit les gens revenir encore et cette fois-ci, bah, ils sont aveugles et ou leur enfant est aveugle et très curieusement, bah, ils ne sont plus dans la dépression. Il y a quelque chose de calme qui s'est installé, qui est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui a ses 2 yeux et qui voit. Qu'est-ce que c'est que la sérénité de l'aveugle? Et évidemment, cette phase-là, elle est à souhaiter dans le cas où de toute façon, il y a rien à faire. Et Élisabeth va garder ça en tête. Elle va le garder et sans savoir du tout que sa vie va l'amener à travailler avec des personnes en fin de vie. Elle ne le sait pas à ce moment-là. Elle va faire d'autres jobs et puis c'est la guerre. Et puis c'est la guerre. Et quand on est suisse-allemand, on est dans une situation très, très, très particulière parce qu'on est à l'abri, n'est-ce pas? La Suisse n'a jamais été atteinte directement par la guerre. Ça paraît fou, mais c'était donc ce pays resté neutre que même les nazis donc ont en quelque sorte préservé pour toutes sortes de raisons. Il serait trop long d'expliquer ici. Toujours est-il que quand on est suisse-allemand, on comprend ce que dit Hitler. On le voit. Non, j'allais dire on le voit pas parce qu'il y a pas de télévision, mais on l'entend à la radio. On entend et c'est à vous glacer l'âme et puis la guerre le jour où la guerre a éclaté, c'est-à-dire le jour où les Allemands sont entrés, le 1er septembre 1939, sont entrés en Pologne, Élisabeth a fait un vœu. Elle a fait un vœu, elle n'est toujours pas retournée chez ses parents. Elle, elle vit sa vie, comme une petite Suisse, qui a à ce moment-là, quand la guerre éclate, elle a 23 ans. Elle a 23 ans et elle fait le vœu que dès qu'elle pourra, elle ira aider les Polonais. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce moment-là? Mais elle se sent tellement solidaire de ces gens que les nazis, qui sont les premiers que les nazis vont agresser cruellement, elle fait le vœu que dès qu'elle pourra, et elle va traverser toute la guerre en gardant ce vœu en elle. Et dès qu'elle peut, à la libération, dès qu'elle peut, alors c'est une longue histoire qui va passer par des Américains, parce que les Américains, ce que nous on appelle les French doctors aujourd'hui, les médecins sans frontières, médecins du monde, etc., ça existe déjà d'une certaine façon chez les Américains. Ça va devenir les Peace Corps, et mais à l'époque, ça s'appelle autrement, je ne sais plus le nom exact. Toujours est-il qu'il y a des volontaires, médecins, mais aussi d'autres métiers qui viennent au secours des, euh, des malheureux qui ont été écrasés. Et donc, ça va être un long périple. Elisabeth va passer par la Suède, et c'est depuis la Suède que un Quaker américain, qui fait partie de ces volontaires, va la faire venir par bateau de Suède en Pologne. Et là, alors là, en Pologne, là, ça va être la grande initiation. Parce que autant l'ophtalmologue et ses patients lui ont fait comprendre un certain nombre de choses sur la psyché humaine, autant alors ce qui va se passer en Pologne, là, ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir, puisque en Pologne, ben, ces différentes phases, elle va les voir à l'action, mais euh, elle va se prendre évidemment une énorme claque parce que la Pologne est complètement ravagée, d'ailleurs, comme, comme, comme l'Allemagne qu'elle a traversée quasiment en stop. euh, et la Pologne, en Pologne, ce qu'on va l'amener à faire, c'est à essayer d'aider les réfugiés des camps. Et il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de, il y a pas de médicaments. Elle a amené 3 malheureuses seringues et quelques sulfamides. Et là, elle va
découvrir des gens qui sont. Ce qu'elle dira plus tard, c'est que bah, ils sont passés en phase 5. Ils sont passés en phase 5, c'est-à-dire en phase d'acceptation de manière massive. Parce que contrairement à ce qu'elle va découvrir plus tard en Amérique, parce que plus tard en Amérique, comme qu'elle va épouser un étudiant juif américain et qu'elle va se retrouver en Amérique, alors qu'elle n'avait pas du tout prévu, elle voulait aller en Afrique ou en Inde. Mais c'est le mensonge par rapport à la mort. C'est le mensonge, c'est-à-dire que on est des riches Américains, on est en bonne santé, tout va bien, on a les technologies avec nous et donc on va certainement pas mourir. On va certainement pas mourir. Alors que, évidemment, dans la Pologne ravagée par les nazis, euh, ben, il y a plus de déni possible. Il n'y a plus de déni chez les réfugiés des camps qu'elle essaye avec quelques autres femmes, des infirmières, euh, qui essayent, avec leurs pauvres moyens, d'aider. Euh, eh bien, voilà, il y a le déni, ça, non, non. Euh, et elle va beaucoup y repenser donc, parce que la vie ensuite, elle va finalement rentrer, elle va, elle a une chance folle parce qu'elle a attrapé le typhus. On la sauve in extremis. Et quand après un an et demi de Pologne quand même, elle se retrouve à Zurich, là, elle décide de faire des études de médecine, et puis elle va viser la psychiatrie. Et puis finalement, les hasards étranges de la vie vont faire qu'elle va donc pas du tout en Inde, parce que c'était prévu. Elle a fait la connaissance de Indira Gandhi, qui était toute jeune encore et qui faisait un passage par là. Euh, mais le programme ne marche pas et donc elle va se retrouver avec celui qu'elle épouse à ce moment-là, Monsieur Ross, Emmanuel Ross. Donc elle s'appelle Elisabeth Ross et puis plus tard Elisabeth Kubler-Ross quand elle va euh, peut-être, j'ai plus en tête exactement, est-ce qu'il se sépare avec Emmanuel Ross? C'est pas complètement évident. Ils vont pas vivre ensemble très, très, très longtemps. Toujours est-il que quand elle se retrouve aux États-Unis, elle est complètement stupéfaite par ce déni, par le fait que, ben voilà, mais non, tu vas pas mourir. Mais non, on a la technique, on a le médicament, etc. Et, et elle trouve que les Américains, et ça pourrait s'appliquer à nous d'une certaine manière aujourd'hui, parce on a tous été en quelque sorte américanisés, euh, eh ben on est un géant au pied d'argile. On est un géant au pied d'argile parce que, alors on parle beaucoup de la mort dans nos films ou dans nos romans, mais en réalité, quand quelqu'un va mourir, bah, il ne se passe pas du tout ce qu'elle, elle a connu quand elle était petite, enfant, dans la Suisse zurichoise. Elle a pas mal grandi à la campagne, toute petite. Et puis, un jour, par exemple, un paysan voisin était tombé d'un arbre, il s'était rompu le dos, il allait mourir. Et au moment de mourir, il avait fait venir tout le voisinage, et en particulier les enfants, en disant, voilà, je vais mourir, et je vous demande, les enfants, d'aider ma famille à s'occuper de notre ferme. Et ça c'était. Alors là, pour le coup, c'était encore du temps des religions, parce qu'il y avait un prêtre aussi qui était venu, etc. Aux États-Unis, c'est absolument pas ça, même s'ils sont encore religieux, mais pas pas dans ces moments-là. Et elle va donc faire des études de psychiatrie, enfin, elle termine ses études de psychiatrie, et elle se retrouve à un moment donné, ça c'est un épisode que je mentionnerai bien avant de te repasser la parole, parce que je suis sans doute trop long. Euh, elle est, Elle devient l'assistante d'un professeur Margolin,
qui travaille à l'hôpital de Denver, dans le Colorado. Et il est connu pour mener des recherches sur le psychosomatique. Qu'est-ce qui On ne dit pas encore à l'époque, neuro-immuno-endocrino-psychologique, mais déjà, psychosomatique, c'est déjà pas mal. C'est le rapport entre la psyché et le soma, donc entre la psyché et le corps, entre le voilà. Et il mène des recherches intéressantes. Elle est son assistante. Et un jour, il lui dit, Elisabeth, je ne vais pas pouvoir être là mercredi prochain. Euh, donc, c'est vous qui donnerez la conférence aux étudiants de, je ne sais plus, aux étudiants de quatrième année ou un truc comme ça. Et panique totale, parce qu'elle dit, comment ça, mes professeurs, je vais leur faire une conférence à quel sujet? Elle dit, ah non, ça, je ne sais pas à trouver. Enfin, il la pousse littéralement dans le grand bassin, alors qu'elle pense ne pas savoir nager. Et, euh, et, et donc, oui, panique, qu'est-ce qu'elle va dire? Parce qu'alors, en plus, elle parle l'anglais avec un énorme accent allemand, suisse-allemand. C'est une toute petite bonne femme. Elle a un visage très, très, très volontaire, mais c'est une toute petite bonne femme. Qu'est-ce que cette petite bonne femme avec accent suisse-allemand va pouvoir dire à des étudiants de médecine de quatrième année? C'est-à-dire que qu'ils vont se foutre de sa gueule, quoi, ça, c'est sûr. Elle en tremble déjà et elle cherche, elle cherche, elle cherche et elle finit par se dire, tiens, ben, je vais leur parler, je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme étude là-dessus. Elle va à la bibliothèque, elle cherche, qu'est-ce qu'il y a comme étude sur le fait que quand même, on a tendance à nier un peu le fait de... On est, il y a un grand déni dans ce pays face à la mort. Et elle ne trouve rien. Et elle est très, très étonnée. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien sur la psychologie de la personne en train de mourir. Il n'y a rien. Elle trouve simplement des traités d'ethnologie sur ce que disent les Amérindiens, sur ce que disaient les Indiens avant. Et elle est stupéfaite. Et elle essaie d'en parler à son mari qui, qui est comme les autres. Il ne veut pas entendre parler de ça. Il trouve que c'est une mauvaise idée, qu'elle va se faire chambrer par les étudiants. Et elle finit par avoir là une intuition incroyable, parce que dans son hôpital, elle est tombée sur une jeune femme atteinte de leucémie au Xème degré, qui n'en a plus pour longtemps, qui est complètement, qui n'a plus aucun globule rouge, elle est totalement, totalement malade, et qu'elle surprend en pleine crise de colère, parce que cette jeune fille a reçu plein de cartes postales, parce que sa maman a passé une annonce en disant: ma pauvre petite fille euh, est atteinte de leucémie et ça va être son anniversaire, et envoyez-lui des cartes postales. Donc elle a reçu des tas de cartes postales et elle n'en veut pas, elle les jette par terre et, et Elisabeth se dit, mais elle est en phase de colère. Elle est en phase de colère euh, et elle a cette idée qui lui vient, va savoir d'où, qu'elle va peut-être pouvoir discuter avec cette jeune malade, très malade, devant les étudiants. Et elle demande à la jeune fille si elle est d'accord, et elle l'est tout à fait. Au contraire, ça l'excite plutôt, l'idée de parler à des étudiants en médecine. Tout d'un coup, ça la met en valeur. Et alors va se passer ce, ce, ce- ce dialogue totalement inconnu, imprévu, totalement créateur, en fait, de Élise. Parce que, voilà, Élise, ça se passe en deux temps. Elle fait un premier exposé aux étudiants
un exposé un peu rapide et un petit peu théorique, et il se passe ce qu'elle avait pensé, c'est-à-dire que l'amphithéâtre d'étudiants en médecine se marre plutôt, et elle dit: «Et maintenant, je vais faire venir quelqu'un, avec qui on va parler de ça et qui est quelqu'un qui est très concerné». Et les étudiants se demandent, s'imaginent qu'on va faire venir peut-être une très, très vieille personne, à l'article de la mort. Et pas du tout, arrive une jeune fille ravissante en plus. Donc ils sont stupéfaits, choqués, et puis Élisabeth, alors là, elle a une grande inspiration et elle se met à parler. Elle parle avec la jeune fille. Je me demande si la jeune fille ne s'appelait pas Linda, mais là, mon souvenir, ma mémoire me trahit peut-être. Elle parle avec la jeune fille, et elle parle de tout. Elle parle de tout, la jeune fille dit que ce qui lui a le plus manqué, c'est de pouvoir jouer au tennis, et puis elle se met à pleurer en disant que peut-être maintenant elle ne jouera plus jamais au tennis, et donc elle parle de sa propre mort qui arrive sans doute, elle en parle, et les étudiants sont complètement sidérés, sidérés, et la nouvelle va circuler au point que lorsque finalement Élisabeth va être mutée ailleurs, elle va se retrouver à Chicago, passer du Colorado au Michigan, et là, elle est alors là, pour le coup, maintenant, elle est vraiment psychiatre dans le grand hôpital, le Billings Hospital de Chicago, et on lui demande, enfin, le public, pas du tout sa direction, le public, les journaux, et même Life Magazine, qui à l'époque est un magazine mondial, ça se vend à, je sais pas, à 10 millions d'exemplaires dans le monde, Life Magazine lui demande si elle ne pourrait pas refaire ce qu'elle a fait à Denver, Colorado. Et elle va le refaire, et elle va le refaire, et il va y avoir un reportage là-dessus, et ça va circuler, et sa direction va être furieuse, furieuse. Et elle est convoquée par la direction du Billings Hospital qui dit: «Ah ben alors bravo, vous nous faites connaître dans le monde entier. Pour quelle raison? Mais parce que chez nous, on meurt». C'est-à-dire la pire des publicités. On ne meurt pas. On ne meurt pas dans un hôpital. Parce que l'hôpital, il vous sauve. Il vous sauve. Il a des technologies, il a des experts. Et alors, elle est licenciée. Elle est licenciée et commence alors là la vie, on pourrait dire, sauvage, la vie libre, et qui va l'entraîner très très loin, parce qu'alors, du coup, elle est connue. Du coup, elle est connue et on va lui demander partout. Et euh, quand moi je la rencontre, il s'est écoulé déjà 12 ans. Et 12 ans, et elle a mis au point, elle a eu le temps, elle a partout, du coup, elle est appelée à accompagner des gens en fin de vie, et elle va le faire des milliers de fois, mais à former surtout, à former des gens euh, qui seront capables ensuite d'accompagner, euh, parce que, parce que dans le grand théâtre de la fin de vie qui se rouvre grâce à des gens comme elle, eh bien, on s'aperçoit que, eh bien, on n'est pas seul. C'est-à-dire que on n'est jamais seul. On 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 n'est jamais seul, mais ça, c'est un peu théorique de le dire comme ça, mais on peut s'aider les uns les autres, et c'est ce que tu découvres quand tu suis le séminaire, Life, ça s'appelait Life, Death and Transition, vie, mort et transition. C'est ce que tu découvres, que on peut s'aider à traverser, ce qui, pour le commun des mortels, c'est le cas de le dire, est la pire des épreuves, et qui peut se métamorphoser, Et qui t'a métamorphosé d'ailleurs. et qui m'a métamorphosé.
qui m'a métamorphosé parce que moi, j'avais comme beaucoup de gens euh, dans nos contrées, j'avais grandi dans la religion catholique. J'avais été un bon petit catholique. Euh, euh, oui, je crois on peut dire ça. Et puis après, comme à peu près tout le monde, j'avais connu avec l'adolescence, tout ça, ça s'en va, ça tient pas. Euh, Par provocation aussi, par provocation adolescente, mais plus fondamentalement parce que nous grandissons dans des cultures qui se sont sécularisées et qui quelquefois se sont sécularisées, en France en particulier, de façon explicitement ou pas anticléricale. Et donc, voilà, j'étais devenu le bon petit athée moyen. Disons, disons peut-être pas athée, mais pas athée militant comme j'en ai connu certains, mais agnostique, tout ça est très, 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 très loin en tous les cas. Et Kubler-Ross, dans son séminaire, elle me fait, alors elle va me métamorphoser parce que tu te retrouves avec 100 personnes dont sur les 100, il devait bien y en avoir 65 qui étaient soit directement frappés, la plupart, et quelques-uns frappés hum, euh, par le biais d'un autre, enfin, qui était en deuil grave, souvent d'un enfant. Et Kubler-Ross, elle avait cette capacité qu'ont, je pense, les grands, les, 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 les grands maîtres spirituels certainement, mais aussi les grands thérapeutes, même les grands thérapeutes non croyants, je pense, mais euh, c'est difficile de rester complètement non croyant quand on, on pénètre dans cette zone-là. Kubler-Ross, elle était capable d'être attentive, vraiment présente pendant des heures, parce que le séminaire, il s'ouvrait, je ne sais plus, 8h30 ou 9h du matin, et il se terminait à, à 6h30 ou 7h du soir. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, ces 100 personnes venaient tour à tour. Alors, on formait 3 cercles. On était assis sur des chaises. J'avais aidé, d'ailleurs, quand j'étais arrivé un peu plus tôt, j'avais aidé à installer les 3 cercles de fauteuils, de sièges. Et au milieu, ben, il y avait une sorte de petite scène, comme, comme connaissent les psychothérapies de groupe. Il y avait un matelas, et puis sur lequel la personne pouvait s'asseoir ou se mettre à genoux ou même s'allonger si elle voulait. Et puis des bottins téléphoniques, une matraque et un oreiller. Ça, c'était les outils. Et la personne venait et venait expliquer pourquoi elle était là. Et du coup, elle était amenée à raconter sa vie. Enfin, enfin à la résumer à grands traits. Et alors, au début, je ne comprenais pas parce que je me disais, mais c'est d'abord, parmi ces gens qui étaient tous atteints d'un mal mortel, il n'y avait pas de gens grabataires. Ils étaient quand même tous venus, ils avaient pris le train ou la voiture et ils étaient venus jusque-là. Donc, c'était des gens qui étaient en phase à peu près viable. Mais ce qu'ils livraient, donc publiquement, était inimaginable de souffrance. C'est-à-dire que euh, la, la fille, la jeune femme qui venait expliquer qu'elle avait un cancer, mais que ce qui l'a tourmenté le plus, c'était le fait qu'elle s'était fait violer par son père pendant toute son adolescence, ou euh, le, le, le vétéran du Vietnam qui venait expliquer qu'il avait le sida et qu'il repensait sans cesse en boucle à tous les gens qu'il avait massacrés au Vietnam, euh,
Alors sur le vétéran du Vietnam, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était qu'il pleurait en racontant comment il avait massacré tout un village. Mais il ne pleurait jamais autant que quand il se souvenait de la mort de son copain qui était tombé dans un marécage. Leur hélicoptère s'était fait dégommer. Il était tombé dans un marécage et il n'avait pas pu sauver son copain. Il n'avait pas pu sauver le copain et ça le faisait hurler de pleurs. Et une autre pouvait beaucoup plus simplement dire que elle avait, elle avait aussi, je ne sais plus ce qu'elle avait attrapé, elle avait aussi un cancer, mais surtout, elle ne pouvait pas se remettre du deuil tout simplement de son amoureux. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Euh, elle, celle-là, je la revois très très bien. Euh, Elle a pleuré pendant 3 jours, je crois, sans discontinuer. Elle pleurait tout le temps. Et je me disais, bah, on va pas la récupérer. Elle va littéralement se dissoudre dans ses pleurs tellement elle pleurait. Et alors, il y avait ce que Kubler-Ross appelait l'effet popcorn. L'effet popcorn, c'est que tu peux pas assister à ça, à moins d'être, comme dirait Boris Cyrulnik, un pervers, parce que ça serait peut-être même ça une définition de la perversion. Tu peux pas écouter ça sans te mettre à pleurer toi-même. Tu pleures d'autant plus que ce sont des situations qui ressemblent à celles que tu pourrais vivre toi-même ou que tu vis toi-même. Et donc on pleurait, on pleurait, on pleurait, mais par vagues. J'ai donc jamais autant pleuré de ma vie. C'était totalement épuisant. Euh, alors, pour les personnes comme moi qui n'avaient pas souffert de choses terribles dans leur vie, Kubler-Ross avait fait installer ce qu'ils appelaient des screaming rooms, c'est-à-dire des chambres de pleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu voulais vider ton sac, tu allais avec un ou une, c'était plutôt des femmes là aussi, mais il y avait quelques hommes, les assistants de Kubler-Ross, qui t'amenaient dans une chambre de pleurs, et là, tu vidais ton sac, euh, mais ce sac, il n'était pas rempli de souffrance à tel point que tu avais à passer sur la scène centrale. Alors, comment est-ce qu'on passait sur la scène centrale? J'ai jamais compris. C'était comme dans une sorte d'intelligence collective ou de sensibilité collective plutôt. À un moment donné, quelqu'un sentait que c'était à son tour d'y aller. Et donc, Kubler-Ross, elle écoutait ces gens. Jamais j'aurais pensé qu'un groupe de 100 personnes apparemment banales, comme si tu prenais une rame de métro, voilà, on prend 100 personnes dans une rame de métro au hasard, que 100 personnes pouvaient contenir autant de souffrance. C'était quelque chose de... Et Kubler-Ross, elle écoutait et, euh, et elle donnait de temps en temps simplement un petit coup de pouce. Elle donnait un petit coup de pouce. Elle, par exemple, la femme qui s'était faite violer par son père pendant toute son adolescence, après avoir massacré son père symboliquement avec la matraque et les bottins, alors les feuilles du bottin volaient dans tous les sens, la matraque frappait, comme le vétéran du Vietnam aussi, je me souviens, comme il frappait, il se frappait lui-même d'ailleurs. Il- et, et à cette jeune femme, Kubler-Ross, au bout d'un moment, quand elle était épuisée, la jeune femme, elle, elle- elle était épuisée de pleurs et puis de coups de matraque. Elle finissait par lui dire, est-ce que vous pouvez imaginer quel enfant a été votre père, ce père qui vous a détruite? Est-ce que vous pouvez l'imaginer enfant? Et, et la jeune femme était allée si loin dans
la colère, qu'elle était épuisée et dans cet épuisement, oui, elle pouvait elle pouvait, s se relier à l'image de ce qu'avait pu être son père quand il était enfant. Et alors à ce moment-là, Kübler-Ross lui disait, «Mais peut-être que cet enfant, vous pouvez l'embrasser?» Et alors à ce moment-là, elle se saisissait du de l'oreiller et elle serrait l'oreiller contre elle pour essayer de contacter, voilà, l'enfant qui allait devenir ce père totalement abusif et monstrueux. Et à ce moment-là, moi, enfin, tu le comprends assez vite, mais pour vraiment le comprendre, il faut avoir traversé tout le séminaire. Tu t'aperçois d'une chose incroyable à laquelle, heu, je n'étais pas du tout prêt, heu, c'est que ceux que tu avais vu le plus souffrir dans cette thérapie de groupe, ceux que tu avais vu le plus souffrir, eh bien, au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, ils étaient non seulement calmés, mais non seulement calmés et apaisés, mais comme rayonnants. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement révolutionnaire pour moi parce que je disais tout à l'heure que j'étais devenu complètement agnostique, mais j'avais surtout été, le parfait 68ard qui, ne jure que par, le désir et le plaisir et qui veut, rejeter radicalement ce qu'il considérait être le dolorisme judéo-chrétien. Or, je me rendais compte à la au fil de ce séminaire et à la fin surtout de ce séminaire, que je m'étais complètement gouré et qu'on se trompait collectivement d'ailleurs, en pensant que le judéo-christianisme et sans doute les religions en général étaient fondées sur un dolorisme, un masochisme en quelque sorte, comme une espèce de culte de la souffrance qui était, ça c'est plus tard des amis orthodoxes qui le reprochaient aux catholiques romains, tellement attachés au Christ crucifié, qu'ils en avaient fait, dans certains cas, un véritable culte de la souffrance. Or, Kübler-Ross, elle était à l'extrême opposé de ça. Elle disait: «Mais la souffrance, il faut évidemment l'éviter le plus possible, la repousser, mais d'une façon que peut-être les bouddhistes, heu, mettent en lumière peut-être un peu plus que les autres. La souffrance, de toute façon, tu ne peux pas l'éviter, elle est là. Elle est là. Il s'agit certainement pas de la rechercher, certainement qu'il faut la repousser le plus possible, mais cette souffrance, elle est là. Or, on peut la traverser et ce qu'elle faisait dans son séminaire, c'est que et c'est ce que je réalisais de façon, assez stupéfaite, c'est que ce que faisait Kübler-Ross, c'est qu'elle faisait traverser la souffrance à ces gens. Elle les amenait sur l'autre rivage de la vallée des pleurs et une fois qu'ils étaient de l'autre côté, eh bien, ils en avaient été libérés et ils se trouvaient comme, je disais tout à l'heure, c'était ça, comme rayonnants. La jeune femme qui pleurait pendant 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter et dont je me disais: «Mais elle est perdue, elle va disparaître dans ses pleurs». Au bout, à la fin du séminaire, elle était comme sauvée, elle était devenue sereine, elle avait traversé et voilà et Kübler-Ross, pour moi, son enseignement principal, c'était ça, c'était alors bien entendu, elle le fait dans des circonstances tout à fait particulières qui sont celles de la fin de vie, mais elle pourrait le faire
avec des personnes qui ne sont pas à l'article de la mort. Elle pourrait le faire, on pourrait le faire. Là, évidemment, elle poussait le bouchon un peu loin en développant cet art cet art de nous accompagner les uns les autres. Elle le poussait particulièrement loin parce que ces personnes-là étaient donc, mourantes pour la plupart et donc je suis revenu du séminaire Life, Death and Transition, c'était en janvier 1984. Je suis revenu de là, heu, oui, métamorphosé parce que, heu, bah, la mort, moi, j'en avais eu des angoisses épouvantables, mmh, pas dans l'enfance, ça dépend. J'ai vu chez mes propres enfants que ça peut se développer tôt. Ma fille, par exemple, a eu tout d'un coup, s'est mise à développer des angoisses de mort alors qu'elle avait quoi? 10 ans, 11 ans. Moi, j'ai attendu, 18 ans, 18 ans, dans des circonstances particulières parce que mes parents rapatriés du Maroc et traversé une phase de pauvreté, et donc pour moi, ça s'était passé comme ça, mais ça a été terrible. C'était ensuite pendant des années, j'en ai pas, j'en ai pas dormi. Quelquefois dans le métro à Paris, puisque j'étais devenu parisien, heu, j'avais envie de crier: «Mais arrêtez tous de faire semblant, vous savez très bien que vous allez tous crever et vous êtes là à faire semblant de vaquer à vos petites occupations». Enfin, un une folie que j'avais dont j'avais guéri en trouvant l'amour de ma vie. Ça c'est une autre, un autre pan très étrange parce que c'était absolument pas planifié, c'était pas programmé, c'était pourquoi à un moment donné, tout d'un coup, cette angoisse m'avait quitté et en y réfléchissant, en faisant un minimum de travail d'introspection, je m'étais rendu compte que, bah, oui, c'était depuis que j'avais rencontré cette femme et c'est plus jamais revenu. C'est plus jamais revenu, mais ça, c'était bon, c'était entre moi et moi. Ça joue sans doute beaucoup parce que ça signifie quoi? Ça signifie que, la fameuse phrase, qu'on entend quelquefois: «L'amour est plus fort que la mort», moi ça je l'avais vécu de façon tout à fait empirique, mais Kübler-Ross, c'est venu après et d'ailleurs si j'avais pas eu cette guérison par l'amour, je crois que je me serais pas aventuré sur les terrains dont nous venons de parler, je ne serais pas allé à Los Angeles, voir le professeur Ronald Siegel, je ne serais pas allé au séminaire de Kübler-Ross parce que tout ça me faisait trop peur. Il avait quand même fallu que se passe quelque chose avant, mais bon, là, ce sont des hypothèses. Un grand merci Patrice. Nous allons rester sur cette très belle phrase que l'amour guérit de tout et nous allons nous retrouver prochainement pour un deuxième épisode, toujours sur le retour à la source noire, où nous parlerons de Stanislas Grof et de Kenneth Hagin. Merci Me Patrice, merci à toi Evelyne, merci beaucoup. à bientôt. À Vous bientôt. avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la commenter et à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Résilience Psy.